Alors bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier les sponsors, grâce à qui on peut tous se retrouver gratuitement. Et puis l'équipe d'Agile Tour aussi, à l'organisation bien huilée. Merci à eux et bravo. Euh, alors, donc moi c'est Charles-Édouard Ray, je suis Product Manager et directeur produit à Bit2Moro. Ma mission, c'est de m'assurer que nos équipes dépassent les attentes de nos clients et partenaires pour qui on développe des applications mobiles, des sites web, du cloud, avec du conseil, du design, du développement. On est une soixantaine basée au Chartron à Bordeaux. Aujourd'hui, on va parler de roadmap et on va voir ensemble comment on peut dépasser les attentes des devs, des directeurs. Normalement, la conférence aurait dû s'appeler « Dépasser les attentes des devs, des directeurs, des designers, des utilisateurs », mais ça faisait un peu long. Donc, j'ai mis dev et directeur, mais voilà. Donc, notre objectif dans cette conférence, ça va être de voir ensemble comment on peut avoir un projet où le product owner se sent libre et épanoui. Alors, le product owner, il évolue dans un environnement entouré du métier, des directeurs, des développeurs, des designers, des utilisateurs. Donc, ça fait un beau petit monde autour de lui. Et le truc, c'est qu'il peut assez rapidement se trouver un peu pris en étau par tout ce monde-là. Ça veut dire qu'il va avoir des besoins qui vont émerger du métier, des exigences aussi qui vont venir, des contraintes budgétaires. On va lui dire, voilà, il faut absolument qu'il y ait ces fonctionnalités-là. Par contre, attention, il faut que ça sorte très tôt, il faut qu'on dépasse absolument pas le budget. Tout le monde qui va l'entourer va lui soumettre plein d'idées, des avis, et beaucoup d'avis divergents aussi. Et cet ensemble-là, bon, ça va commencer à lui mettre un petit stress à notre product owner. Il va se dire, oula, je commence à un petit peu être angoissé. Et ce qui se passe la plupart du temps, en tout cas, c'est que on rentre dans un mode un peu de survie où notre but, ça va plutôt être notre approche, ça va être de compiler la liste des fonctionnalités demandées, de compiler la liste des entrants. Donc, on va soigneusement récupérer un petit peu tous ces entrants qui nous entourent. Et puis, notre objectif, ça va être de créer une roadmap validable. Ça veut dire notre seul but, c'est de faire en sorte que finalement toutes les parties prenantes acceptent notre plan et puis de lancer les développements. Franchement, c'est déjà tellement compliqué de compiler tous ces entrants et de trouver un chemin qui nous permet d'y arriver que bon, on va faire en sorte que déjà ça passe et si j'y arrive, ce sera déjà bien. Le problème de ça, c'est que tout est organisé pour créer une équipe d'exécutants où les responsabilités sont diluées et finalement, ça donne un projet qui est assez triste. Donc, pourquoi une équipe d'exécutants? C'est que tout simplement, quand on prend la liste des entrants du métier, des directeurs par exemple, avec la liste des fonctionnalités qui sont requises et qui nous ont demandé, et qu'on cherche à en faire une roadmap validable, cette roadmap, on va avoir du mal à la justifier, on va avoir du mal à l'expliquer. Et puis, les développeurs, eux, leur rôle, ça va être de dépiler une liste de tâches, un petit peu comme des exécutants, et puis de cocher bien toutes les cases de ce qu'on nous a demandé au départ dans le projet. Les designers, ça va être un petit peu pareil, ils vont se sentir un petit peu contraints potentiellement. Et ça donne un projet assez triste parce qu'on entend des dialogues du type quelqu'un qui va poser une question au product owner en disant « T'es sûr que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse ?» Enfin, moi, je trouve pas ça génial, ce rendu-là. Et puis, product owner qui dit « Franchement, je suis d'accord avec toi, c'est pas fou, mais c'est tellement compliqué, j'ai tellement de contraintes. Déjà, si on arrive à sortir ça, ce sera chouette. » Et encore pire, des dialogues où on va avoir des développeurs ou des designers, par exemple, qui vont faire des suggestions d'amélioration. Et le product owner dit « Écoute, moi, c'est mon job de trancher. Et je te dis, c'est non. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Et du coup, moi, je sais que quand on est product owner, il faut savoir dire non. Et du coup, je te dis non. » Donc, pourquoi est-ce si difficile? En fait, en tant que product owner, on manipule beaucoup de paramètres. Et c'est souvent des concepts qui sont quasiment abstraits à manipuler. Donc, on a des entrants d'autres instances hiérarchiques, de hautes instances hiérarchiques, qui sont souvent non maîtrisées. On a des enjeux liés au design. Et le design, c'est difficile à qualifier. C'est difficile de communiquer avec les designers pour les influencer dans la bonne direction, parce qu'on est sur des concepts qui sont difficiles à manipuler. Et puis, les contraintes techniques aussi peuvent nous dépasser parfois. Donc, finalement, on a ce product owner qui prend le chemin le moins risqué. Donc, c'est difficile.
Alors, comment on y arrive ensemble à créer cette roadmap qui fait réussir le produit? Donc, moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on crée ensemble cette roadmap intelligente dans laquelle on croit et on s'engage en tant que product owner. On va créer un outil qui motive et qui donne du sens, qui permet de convaincre les personnes qui nous entourent plutôt que de dire non, et puis qui va aussi permettre à l'équipe de s'émanciper. On va profiter de tout le potentiel de l'équipe de développeurs et de designers. Moi, je vais vous proposer 4 outils pour y parvenir. Il y en a beaucoup d'autres. C'est ceux que j'ai choisis pour essayer d'influencer le plus possible les projets. Dépasser les attentes, c'est d'abord le premier outil que j'ai envie de vous donner, c'est une posture en tant que product owner. Donc, quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai expliqué que ma mission, c'était de dépasser les attentes de nos clients et de nos partenaires. Évidemment, ce n'est pas un choix qui est très lisse dans la manière de se présenter. Et si je choisis ces termes-là, c'est que cette posture de dépasser les attentes plutôt que de prendre les entrants et puis simplement de les compiler, déjà, ça communique quelque chose à mon auditoire, aux personnes avec qui je vais me présenter. Et cette posture-là, finalement, ce que je vous incite à adopter, c'est une posture positive qui va rayonner sur toute l'équipe et sur tout le projet. Donc, le product owner, la posture du product owner que je recommande d'avoir, c'est de se voir comme quelqu'un qui doit dépasser les attentes de tous ses interlocuteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dépasser les attentes? C'est avant tout une mission qu'on se fixe. Quand on va se présenter, que le client comprend directement qu'on est de son côté, parce qu'on n'est pas là juste pour absorber ses besoins, mais bien pour les comprendre et puis pour sublimer ses enjeux avec des solutions qu'il n'a pas encore imaginées. En deuxième point, ça veut dire comprendre les enjeux pour adopter une posture de recommandation. Donc évidemment, pour dépasser les attentes, il faut les connaître et puis il faut les maîtriser un maximum. En 3, ça va être l'idée de construire avec l'équipe une proposition qui va au-delà des solutions déjà imaginées. Donc évidemment, quand on fait ça, on s'éloigne complètement de la compilation de contraintes. Quand l'objectif qu'on fixe communément à l'équipe et qu'on se fixe à soi-même, c'est de se dire, OK, notre but, ce n'est pas juste que le client soit content. Non, on a envie d'absolument investir toute l'intelligence possible pour créer une roadmap dans laquelle on croit. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on fait ça, le métier de product owner devient beaucoup plus intéressant. Le métier de l'équipe aussi. Le métier des designers, des développeurs devient beaucoup plus intéressant. Dépasser les attentes, c'est d'avoir compilé les entrants pour faire valider la roadmap. On va oublier cette posture-là. On va s'organiser pour dépasser les attentes. Et ce n'est pas voir les directeurs, les développeurs comme des contraintes qui nous fournissent des entrants, mais c'est plutôt des interlocuteurs qui vont nous nourrir et nous challenger. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vient vous voir en tant que product owner pour vous dire « j'ai une meilleure idée » ou alors « pourquoi on ne ferait pas comme ci ou comme ça », mais il faut se dire soit product owner, super, c'est une opportunité potentiellement d'améliorer mon plan, de challenger mon discours. Et si on n'arrive pas à convaincre, c'est notre responsabilité d'investir de l'énergie, de la pédagogie pour y parvenir. Et parfois, c'est très dur et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. C'est-à-dire qu'on va créer des présentations, par exemple, dans lesquelles on va aller chercher des références, bencher, chercher des statistiques pour prouver notre discours, pour prouver notre vision et pour l'expliquer avec un maximum de pédagogie. Je fais juste une petite aparté. Quand je disais tout à l'heure que voilà, quand on est product owner, il faut savoir dire non. Donc moi, j'ai la conviction que c'est plutôt l'inverse. À chaque fois qu'on a besoin de dire non à un client, un développeur, un designer, c'est un énorme échec finalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à le convaincre et ça donne des réunions dans lesquelles eh bien, finalement, on va tuer toutes les initiatives dans l'équipe. À chaque fois qu'on doit dire non à quelqu'un, la prochaine fois qu'il a envie de faire une proposition, ben, il va se retenir. Et on a des daily où ben, on a une équipe d'exécutants, encore une fois, qui va se retenir de suggérer des choses, ou avoir des reviews, des sprint reviews, où on anesthésie l'équipe et puis on va se retenir de faire des retours parce que ça devient normal d'avoir des choses qui sont des problèmes critiques dans le projet qu'on va laisser passer, quoi. Donc pour parler des outils suivants, moi j'ai envie de faire un petit voyage, un voyage dans l'univers mythique du label de jazz légendaire qui est Blue Note Records, pour vous parler un petit peu d'un autre outil qui est tout simple, hein, qui ressemble un petit peu au Lean Canvas et au Product Board. Et ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est imaginer cette roadmap pour ce projet. Donc, le projet, ce serait de créer l'application mobile pour Blue Note Records.
Et cet outil, ce sont les conditions de succès. C'est d'abord s'accaparer les objectifs pour tout mettre en œuvre pour parvenir à atteindre les enjeux. Donc, dans ce deuxième outil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre les vrais enjeux du projet, on va connaître les règles du jeu et on va prendre du recul pour envisager toutes les solutions possibles pour se mettre du côté du client. Donc, c'est sortir de cette posture d'exécutant pour comprendre les enjeux. Pourquoi je n'ai pas choisi le Lean Canvas ou le Product Board? C'est que c'est un outil qui est super simple, il n'y a que 3 colonnes. Et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble dans la vraie vie, parce que bon, ça, ce n'est pas des vraies réunions, mais c'est plutôt le compte-rendu. Mais en tout cas, dans la vraie vie, ça va être un tableau dans lequel on va avoir ces 3 colonnes. Ce qui est génial, c'est qu'à tout moment dans un projet, quand un directeur vient vous voir et vous dit « Allez, tu es product owner là-dessus, lance-toi, c'est parti, on commence. » Par contre, je commence par te dire qu'il faut une appli mobile, il faut un espace pour que la DIRCOM puisse diffuser des messages au lancement de l'appli, par exemple. On a besoin de mettre de la pub. Nous, ce qu'on veut, c'est saisir l'opportunité du streaming audio pour gagner plein d'argent. Donc là, on est dans cette posture qui est naturelle, où on a déjà en face quelqu'un qui a plein d'idées à nous soumettre, et ça paraît être ses règles du jeu à lui. Pour y arriver, il faut que je fasse tout ça, et il va me dire, par contre, attention, tu as 200 000 € au grand max, et puis voilà. Donc, le problème de cette posture, on voit bien qu'on est en train de rentrer dans notre posture d'exécutant. L'atelier que je vous propose là, c'est un atelier en 3 colonnes avec à gauche les objectifs, au milieu les métriques ou KPI, et puis à droite, c'est les idées et les pistes. Là-dedans, on va mettre toutes les solutions que vient de nous suggérer notre métier, notre client ou notre directeur. Et l'idée, ça va être que finalement, cette colonne à droite, elle est là parce qu'on ne peut pas s'empêcher de proposer des solutions. Et c'est de ces solutions qu'on va venir chercher les objectifs en faisant un pas de recul. Donc finalement, cet atelier, ce n'est pas du tout un atelier pour avoir des pistes, des idées d'accomplir les objectifs, mais on va les mettre là parce que, bon, évidemment, on n'a pas envie d'ignorer tout ce qu'il nous dit. Mais ce qu'on va vraiment chercher à faire, c'est, OK, pourquoi on veut une application mobile? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'attention, il faut que ce soit au meilleur niveau de qualité? On va prendre ce niveau de recul pour se dire, okay, là, ce qu'on va chercher, c'est de prendre le virage du digital, par exemple, valider l'attraction marché dans une première version, en premier objectif, une expérience sensorielle sur mesure qui reflète les valeurs du label. Ça, c'est un enjeu sympa. Et quand on va faire cet atelier, on va s'organiser pour avoir toute l'équipe autour de la table, pour que les gens entendent et comprennent pourquoi ce projet est important pour nos directeurs, pour les personnes qui vont le porter. Avec les développeurs, les designers autour de la table, quand on va commencer à avoir ces discussions et qu'ils vont se rendre compte que c'est super important que le projet reflète les valeurs du label. On va avoir des discussions autour des valeurs du label, justement. On va avoir des discussions autour des objectifs. Donc, si on a quelqu'un qui nous dit, à la première version, notre but, c'est qu'on soit rentable, c'est un super moment pour expliquer que c'est probablement pas hyper crédible et que la règle du jeu qu'on va se fixer pour le succès, ça va être peut-être simplement de valider qu'on a une traction marché. Ça, c'est un objectif qui est plus raisonnable au regard des enjeux. Donc, on va faire tout ce travail-là de disséquer finalement les conditions de succès du projet. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des règles fixes, vraiment tangibles, qui font que, par exemple, 3 mois après la sortie du projet, on soit capable de dire si le projet est un succès ou non. Une fois qu'on a mis tout ça en place, donc par exemple, les notes sur les stores, on se dit qu'on va être content si on a 4 sur 5 et on va faire péter le champagne si on a 4,9 et puis on a un award. Là, l'équipe commence à se dire, OK, comment on fait pour atteindre ces objectifs-là? De la même manière, ça nous donne aussi des arguments pour expliquer que si on met de la pub partout, ça va être compliqué d'atteindre cet objectif de la satisfaction des utilisateurs. Donc, on se donne une force et un mandat pour réussir à ajuster les discussions à venir. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand, mi-projet, on a une personne qui rentre dans la pièce, un stakeholder ou n'importe qui dit j'ai une super discussion avec, par exemple, Orange qui propose de mettre dans ses abonnements par défaut le premium de Blue Note Records, l'application. Donc, on va changer 2-3 trucs. Et puis, surtout, maintenant, on a besoin de rajouter les clips vidéo. C'est hyper important pour Orange. On va le mettre dans l'appli. Ça peut être toute la roadmap. OK, tout le monde dans l'équipe commence à se dire d'accord, mais on est concentré, on est au milieu du sprint, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir. Nous, on est en train de se batailler pour atteindre notre release et les conditions de succès qu'on a préalablement définies au début du projet. Donc là, en tant que product owner, vous avez un super moment pour dire OK, alors est-ce qu'on retourne tout ou pas? Est-ce qu'on garde le plan ou pas? Est-ce que les conditions de succès ont changé ou pas?
C'est ça qu'on va venir chercher. Et donc, on peut redégainer cet atelier, on va regarder les conditions de succès qu'on avait définies précédemment ensemble, et on va voir si on les change. Et si finalement, l'axe B2B devient super important, eh bien, on va travailler là-dessus, on va se le réécrire. Et je peux vous garantir que si devant l'équipe et avec l'équipe, on se dit finalement, pour la survie du projet, c'est plus important de faire un axe sur le B2B, l'équipe sera beaucoup plus motivée de travailler sur cet axe-là que si on leur dit juste, bon écoute, on change juste le contenu de la roadmap et puis c'est comme ça, on évalue et on accepte, quoi. On va vraiment impliquer tout le monde là-dedans. Le troisième axe, le troisième outil que j'ai envie de vous donner, c'est le design pour impulser la vision produit. Le design, c'est central, évidemment, c'est ce sur quoi on va travailler, on va développer. Ça, pour tout le monde, c'est beaucoup plus agréable de travailler sur un beau design. Et le truc, c'est que finalement, quand on commence un projet, on va le démarrer avec un sprint 0, par exemple, pour un premier sprint. Et globalement, on est souvent assez bloqué, c'est un peu l'œuf ou la poule. Quand est-ce qu'on commence le design? Il faut qu'on ait des wireframes, il faut qu'on ait une vision, déjà une roadmap. Moi, ce que je voudrais vous recommander, c'est d'évoquer la direction artistique le plus tôt possible dans les projets, potentiellement dès le premier jour. Nous, on le fait en kick-off. Et ça va nous permettre d'élargir intelligemment et de converger rapidement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'influencer la qualité du projet en présentant des références à l'état de l'art de ce qu'est pour nous un design réussi dans le projet. Et puis enfin, on va lister les valeurs les plus complexes du projet pour manipuler ces notions autour du design. Peut-être un peu abstrait, mais je vous montre juste après. Donc, par exemple, ce qu'on fait, nous, dès le premier kick-off, dès le premier jour, c'est que quand le client va entrer dans la pièce, on va avoir déjà recouvert tous les murs avec des références comme ça. Là, j'en ai mis 4, mais en théorie, on va plutôt en imprimer 25. Et on va aller chercher des choses qui sont à l'état de l'art en termes de design, qui sont parfois très différentes aussi de l'univers visé, ciblé. Et ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que, on va déjà qualifier le niveau de qualité. Ça veut dire que quand, avec vos développeurs, vos directeurs, vous discutez de design qui ont potentiellement déjà gagné des awards, on fixe un niveau de qualité où ça va être compliqué de proposer des designs qui vont être un faible niveau. Donc, bien sûr, on va booster la qualité comme ça. On arrive déjà en position de proposition auprès de nos clients et de nos directeurs. Donc, on est dans cette posture de dépasser plutôt les attentes. Et ce qui va se passer, ça va être qu'ensemble, on va discuter sur ce qui est et ce qui n'est pas le produit. Donc, on appelle ça un mood board. Et donc là, sur nos post-it, on écrit ensemble. On adore la mise en avant du style de l'artiste en haut à gauche, qu'à droite, on adore la typo qui fait très authentique et moderne. Et puis, par exemple, sur l'application en bas à gauche, on a ce petit effet avec le vinyle. On va dire, ça, c'est vraiment chouette. Par contre, le contraste est un peu fatigant là entre le rouge et le blanc. Donc, ensemble, on va se dire, bon, ça, on aime bien, mais voilà, c'est Blue Note Records, c'est peut-être pas trop, c'est peut-être pas là-dedans qu'on a envie d'aller en termes d'émotion. Et puis, par exemple, on va avoir cette référence à gauche qu'on va trouver ensemble, ou alors peut-être que c'est un designer qui va l'amener ou qui va nous évoquer quelque chose d'un peu particulier. Pour vous montrer, je vais vous montrer une petite vidéo. Par exemple, quelqu'un va dire, moi j'ai vu ça, j'adorerais qu'on arrive à donner un feeling qui ressemble à ça. Ça, c'est un site qui a gagné des awards dans lequel on navigue dans une bibliothèque de livres, dans un espace en 3D avec des textures de couvertures qui sont particulièrement travaillées et on a presque l'impression de manipuler le livre. Bon, le rendu n'est pas incroyable sur le vidéo proche, mais je peux vous dire que c'est assez bluffant. Vous pourrez aller voir sur press.stripe.com. Et en fait, dans la salle, tous ensemble, là, les développeurs vont commencer à chauffer en disant « Ah ouais, est-ce qu'on peut mettre de la 3D dans React Native? Est-ce qu'on peut travailler sur les effets de lumière, sur les ombres ?» Et c'est ça qui va être super cool, de créer ce moment où, en tous ensemble, on essaie de trouver des solutions pour créer un produit complètement incroyable. Donc, on va poser déjà ce niveau de référence. Et puis, on va travailler aussi sur les mots, les émotions et les valeurs du projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un mandat à l'équipe de design pour proposer des choses qui sont différentes potentiellement de la charte graphique déjà établie dans le groupe. Donc, on va travailler sur ce que doit inspirer le produit. Donc, par exemple, Blue Note Records, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce qu'on ne doit pas inspirer avec ce produit? C'est un atelier qui va durer 10 minutes. On prend un paperboard, on dit à gauche, OK, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est pas? C'est funk, c'est légendaire, c'est historique, c'est acoustique, c'est de la haute qualité. Et évidemment, c'est pas kitsch, c'est pas pop, c'est pas impalpable. On n'est pas dans le digital, on est dans quelque chose d'authentique, on a envie de sentir les matériaux.
Et tout ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que dans l'atelier précédent, on a donné un mandat à l'équipe de développement pour trouver des solutions qui lui sont propres. Là, on va donner un mandat au designer pour proposer des choses qui vont faire qu'on aura des débats qui sont beaucoup plus simples quand on va parler de design. Parce que quand le designer va nous présenter quelque chose ou présenter quelque chose au client, on sera sur des choses qui sont plus tangibles. Il va nous dire non mais là on est trop pop, ou alors on n'est pas assez authentique, on est trop dans l'impalpable, le digital, et du coup on va travailler là-dessus. S'il y a trop de débats sur un design, c'est sûrement qu'on n'est pas en accord sur les valeurs. On n'est pas d'accord sur les valeurs, on va perdre beaucoup de temps là-dessus. Parfois il faut y revenir et il faut se les mettre à jour, ces valeurs. Et donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est donner de l'espace aux designers, aux designers dès le début du projet, dès le jour 1. On ne va pas lui dire, bon écoute, attends que j'ai fait des wireframes, qu'on ait fait des évaluations, on va voir ce qu'il y a dans la MVP. Non, c'est pas ça l'esprit. C'est plutôt lui dire, écoute, lâche-toi, sans contrainte, tu as vu le brief, en un jour déjà de kick-off, tu as bien compris tout ce qui se passe, et parce que c'est ton métier, eh bien, tu vas être capable d'illustrer une vision long terme qui te permettent de construire même sans spécification précise. Et donc nous, on donne un gros espace énorme, et on va miser sur le fait que très rapidement, il va poser ce que nous on appelle des key visuals, qui vont être une représentation, une vision d'artiste pure, où les détails ne sont pas du tout définis par le product owner, mais qui vont déjà résoudre un maximum de problèmes tout seul, quoi. Et puis une vision plus court terme sur la base des wireframes, bien sûr, mais qui va arriver quelques jours après le début du sprint 0, parce que il faut qu'on ait le temps de faire nos interviews utilisateurs, qu'on ait le temps de travailler sur les spécifications. Donc en général, ce qu'on a, c'est pour Blue Note Record, ça pourrait être ça, par exemple, qui a été fait par notre designer Athénaïs. Donc, on va retrouver cet effet avec la typo dont on parlait dans les moodboards. Peut-être que quand elle nous présentera ça au bout de 2 jours, on lui dira eh bien, on a envie de retravailler un peu sur la partie plus authentique, et comment on pourrait travailler sur les textures. Peut-être que la bibliothèque au milieu, là, on a envie d'avoir quelque chose qui soit plus de l'ordre d'une manipulation de vinyle dans une boutique de vinyle. Bon, on va explorer tout ça. Un petit point sur la temporalité, en fait, ce qui est assez fort, c'est que ce qui est intéressant, c'est de réussir à proposer des designs comme ça super vite parce qu'on ne spécifie rien finalement. On a un atelier de cadrage et puis c'est tout. On a un client en face qui a un niveau d'attente qui est assez bas en 2-3 jours. Et donc l'idée, c'est qu'on va lui proposer super vite des designs comme ça et qu'en parallèle, on va bosser sur du long terme. Comme il s'attend à rien recevoir de toute façon, en général, il est plutôt agréablement surpris avec un petit effet wow et on gagne directement en confiance. Donc ça, c'est d'autres exemples de ce que nous, on appelle key visual, où là-dedans, on n'a pas grand-chose de spécifié par les product owners, c'est vraiment les designers qui vont se lâcher et proposer des designs. Et donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on a fait pour TF1, où on a un key visual dans lequel on a travaillé sur le ressenti, sur la matière, les reflets, tout cet ensemble-là, et ça reflète les valeurs de la marque. Donc quand on sort de là, on a donné déjà un super mandat aux designers pour avancer. On a un premier niveau de design qui nous permet d'être réaliste. Le seul problème, c'est que les designers ils sortent du kick-off, les développeurs sortent du kick-off en disant on a une MVP qui pourrait coûter largement 600 000 €. Pourtant, on n'a que 250 000 € pour sortir une petite pépite. On a un souci. Vous êtes enflammé, vous avez parlé de 3D dans la home. Pourtant, au début, pendant les conditions de succès, on a bien expliqué qu'il fallait absolument sortir quelque chose qui était voilà, le minimum vital pour valider une traction marché. Enfin, comment on va faire, comment on va y arriver, quoi. Nous, ce en quoi on croit, c'est aussi le fait que cette première version qu'on va sortir, ça doit être la plus petite possible. C'est très simple. On n'a pas envie de rentrer dans un tunnel, dépenser potentiellement 600 000 € dans une MVP, pourquoi pas. C'est surtout une question de durée. On n'a pas envie de passer plus de 6 mois à travailler sur une première version. On veut travailler sur le plus petit périmètre fonctionnel possible qui va valider qu'on a une traction marché. Donc cette petite pépite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt recommander de diminuer la taille du périmètre fonctionnel, mais de travailler le niveau de qualité à un excellent niveau de qualité sur l'ensemble. Donc là, ce qu'on va vous proposer comme 4e outil pour vous permettre de mieux piloter le projet en tant que product owner, c'est de qualifier le niveau d'ambition des fonctionnalités. Donc ce qu'on va proposer, c'est une nouvelle dimension pour communiquer avec l'équipe technique qui sera un niveau d'ambition par thème, par épique ou par story.
peut aller assez loin dans la finesse de ce travail-là. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est 3 niveaux d'ambition finalement. Donc un niveau qui serait au plus vite pour qualifier une fonctionnalité, un niveau plutôt moyen, on va dire, et un niveau cœur d'expérience. Donc en tant que product owner, quand on va recevoir, on a travaillé avec l'équipe, on a fait ce kick-off dans lequel on a travaillé sur une vision d'ensemble, on a brainstormé, on a listé des dizaines de fonctionnalités. Après, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on va aller faire des interviews utilisateurs. Donc on va faire entre 5 et 10. Une fois qu'on a qualifié notre persona, on va aller chercher des utilisateurs types et puis on va passer 1 heure avec chacun d'eux après avoir élaboré une trame d'interview. Donc pendant cette heure-là, on va chercher à comprendre leurs habitudes, comment ils écoutent du streaming. Potentiellement, on ne va pas du tout leur parler de jazz dans notre cas, mais ça va être quelles émotions tu ressens. Qu'est-ce que tu penses quand tu penses au jazz? C'est quoi la dernière fois que tu as utilisé un vinyle? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, j'ai adoré ce petit crépitement. Est-ce que tu es déjà rentré chez un disquaire? Oui, et quand on se balade, rien qu'on voit les pochettes, ce feeling-là, il est incroyable. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, les émotions. Et ces émotions-là, c'est là qu'on va réussir à qualifier notre cœur d'expérience. Finalement, c'est à quel moment dans le produit on a envie d'investir de l'énergie et du temps pour remettre en question le statu quo et pas copier bêtement Spotify ou Deezer, par exemple, mais se dire ouais, c'est là qu'on a envie d'investir et d'être différent de la concurrence parce que c'est ça notre cœur d'expérience. Le niveau d'ambition qu'on va appeler nous au plus vite, ça va être que bien sûr, on a envie d'avoir un niveau de qualité qui est satisfaisant parce que on est comparé avec la concurrence. Par contre, c'est pas là qu'on va remettre en question le statu quo. Donc, ces décisions-là qui sont prises, elles vont nous permettre de nous dire je vais aller au plus vite sur cette fonctionnalité. Ici, je vais avoir un niveau d'ambition moyen et là, ça va plutôt être mon cœur d'expérience. Donc, voilà à quoi ressemblent nos fichiers d'évaluation quand on va travailler sur une roadmap. Donc, on retrouve les éléments classiques de l'épique, l'étape, un peu de détails sur la fonctionnalité, les évaluations en points qui sont le fruit d'un dialogue avec l'équipe de développement, ce fameux niveau d'ambition, et enfin quelques notes ou détails. En fait, là, en faisant ça, ce qui va être très, très intéressant, ça va être de modeler la vision du produit, à quoi va ressembler notre MVP, qu'est-ce qu'elle doit défendre, qu'est-ce qu'on va chercher à valider. Et donc, quand on disait qu'on veut valider l'attraction marché, ce qu'on voit ici, c'est que notre cœur d'expérience, on estime que c'est le catalogue inspirationnel sur Blue Note Records. Donc typiquement, on souhaite que quand on lance l'appli, on va avoir une home avec une approche de catalogue inspirationnel dans lequel on va retrouver plein d'artistes très différents qu'on ne connaissait pas, qu'on va avoir envie de découvrir. Et ça va être ça notre grande différence. Et potentiellement là-dedans, on va se lâcher, on va mettre des vinyles dans lesquels qu'on va manipuler avec de la 3D, on va pouvoir zoomer dessus et voir un peu de texture. Et sur le reste du service, on va plutôt être classique dans le sens où on va retrouver les grandes fonctionnalités d'une application de streaming. Donc, par exemple, la partie playlist que vous voyez tout en bas, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas envie de remettre en question le statu quo par rapport à la concurrence. On va plutôt avoir une approche classique. Et les playlists collaboratives, c'est pareil. Et le fait de qualifier ça, ça va faire que, on va pouvoir dire à l'équipe de développement, sur le catalogue inspirationnel, on sait déjà qu'on a envie d'itérer. On sait déjà qu'on a un risque potentiellement parce qu'on parle beaucoup de 3D, que le client a adoré la référence. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on va vouloir faire dès le début du projet. Et là, l'équipe de développement commence à se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut proposer? J'ai déjà fait un POC depuis hier parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'on peut faire en 3D. Tiens, regarde, j'ai ça qu'on peut s'amuser à manipuler. C'est sûr qu'on va mettre ça au sprint 1 parce qu'on a envie de diminuer le risque et puis on a plutôt envie de maîtriser le risque dans le projet. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et puis, sur les autres fonctionnalités, dans les évaluations, elles vont aussi refléter le niveau d'ambition. Donc, typiquement, ce que nous, on attend en tant que product owner, ce qu'on espère, c'est des évaluations qui sont réalistes. J'insiste là-dessus parce que souvent, quand on a un niveau d'incertitude, et c'est souvent le cas au début des projets, quand on définit typiquement une roadmap, on n'est pas encore au stade où on a des wireframes, une vision qui est super établie, on peut avoir un réflexe qui est de se dire, OK, bon, il peut se passer plein de choses, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout spécifié, et on peut atterrir sur des évaluations qui sont dites pessimistes, on va dire. Ces évaluations pessimistes, elles ne nous aident pas beaucoup parce qu'en tant que product owner, quand on nous dit ton projet il peut coûter 600 000 € parce que si on prend toutes les pires décisions, voilà, ça va nous amener à ça, on ne maîtrise pas les décisions du métier, on ne sait pas ce que tu vas spécifier. Donc, ce qu'on cherche à avoir, ce n'est pas non plus des évaluations très optimistes où on se dit que tout va mieux se passer et puis voilà. Donc, ça, c'est un outil
pour vous permettre d'avoir des évaluations qui vont être réalistes dans votre projet. Donc, si je dois résumer un peu cet ensemble sur le côté, voilà, comment on fait pour dépasser les attentes des développeurs et des directeurs. Donc, le premier point, c'est d'adopter cette posture positive dont je parlais, sortir d'une posture d'exécutant pour pouvoir dépasser les attentes des développeurs, des directeurs, des designers, quitte à produire beaucoup d'efforts aussi pour les convaincre. C'est notre rôle d'être convaincant, donc d'aller faire de la veille, d'aller chercher des statistiques s'il faut, d'aller chercher la concurrence pour voir si les objectifs fixés sont crédibles ou pas, de proposer d'autres solutions. Donc, le deuxième point, c'est de maîtriser les enjeux pour construire avec l'équipe des propositions qui vont au-delà des solutions déjà imaginées. Donc, une fois qu'on connaît les enjeux, on va pouvoir proposer plein de choses. L'équipe va se faire une joie d'attraper chacun des objectifs pour proposer ses propres solutions. Et évidemment, c'est des ateliers qui se font en équipe. Un petit mot là-dessus pour dire que ce qui va faire que l'équipe est motivée de se lever le matin, ce n'est pas un contrat super bien ficelé, un super CDI ou un contrat bien ficelé avec vos clients. C'est plutôt le fait qu'ils sont rentrés en empathie avec eux, qu'ils ont compris pourquoi c'était important. Et c'est ça qui va les motiver à se dire ouais, je vais trouver plein de manières de m'exprimer dans ce projet pour proposer des solutions. Évidemment, ce n'est pas en leur expliquant non, j'ai tranché que ça va marcher. Profiter du design pour impulser la vision produit, parce que on a la chance d'avoir des designers qui vont absorber un maximum de petits problèmes eux-mêmes finalement, qui vont fixer la barre assez haut en termes de qualité. Et le fait de leur dire vas-y, lâche-toi sans contrainte avec une vision très long terme, ça va vraiment nous aider à avancer super vite dans le projet, à poser un premier niveau de qualité qui est très élevé, quitte à ce que derrière on se dise peut-être qu'on n'atteindra pas ce niveau sur toutes les fonctionnalités. Certaines, on les fera au plus vite. Mais en tout cas, voilà ce qu'on vit sur le cœur d'expérience. Et quand on a un projet dans lequel malheureusement on n'a pas le budget, alors on va plutôt chercher à enlever des fonctionnalités. Moi, ce que je vous recommande, c'est de jamais finir avec un projet où tout doit être fait au plus vite. Il faut largement mieux en faire un peu moins, quitte à revenir sur les conditions de succès du projet en expliquant aux clients qu'on n'y arrivera pas, ce n'est pas crédible. Et ça, on peut le faire dans le premier sprint, au sprint 0. On va dire, on a bien regardé, on a benché, on a interviewé nos utilisateurs. Ça paraît compliqué de cocher toutes ces cases, on va dire, du périmètre fonctionnel. Donc, on propose de diminuer. Par contre, il faut quand même qu'on ait une accroche, quelque chose à laquelle, une petite friandise, une petite pépite dans cette version. Et c'est sur ce thème-là, sur cette épique-là, par exemple, qu'on va le trouver. Et puis enfin, donner des clés aux développeurs pour évaluer de manière réaliste. Là, c'est pareil, c'est la responsabilité du product owner de donner des clés pour que les évaluations ne se terminent pas toutes en queue de poisson en disant ok, ça pourrait coûter beaucoup trop cher parce que la vision est hyper floue. Bon, d'accord, mais sur le login, on ne va pas réinventer la roue. Par contre, c'est clair qu'on a envie de se donner de l'espace pour itérer à d'autres endroits. Pour conclure aussi, je veux bien conclure par un petit point qui est de dire que je pense que c'est important de mettre l'équipe dans cet état-là où elle va pouvoir proposer plein de choses. C'est important aussi de fixer la barre pour proposer des solutions qui soient au niveau de l'état de l'art et des meilleurs, parce que qu'on le veuille ou non, les utilisateurs de vos services et de vos applications vont vous comparer aux meilleurs. Ils vous comparent à des entreprises comme Airbnb, Facebook, Apple qui dépensent des dizaines de millions dans le design. Et si nous, on fait l'impasse sur tout ça, c'est sûr qu'on ne sera jamais au niveau. Et parfois, c'est impossible de valider une traction marché parce qu'on a des designs qui ne sont pas au niveau, une qualité d'ensemble qui n'est pas au niveau. Donc notre but, nous, ça va être vraiment d'en faire moins pour valider cette traction marché. Par contre, de le faire à un niveau de qualité qui soit comparable au niveau des meilleurs, avec une approche réaliste et pragmatique. Et voilà pour cette conférence. Merci pour votre attention. Donc bien sûr à ce moment pour les questions et si certains d'entre vous souhaitent revenir sur certains des thèmes ou élargir. Une question dans la salle. Bonjour et merci beaucoup. J'aime beaucoup l'intégration du designer assez tôt dans le cycle. Je trouve que c'est super, c'est génial et ça permet de designer un produit que le client va aimer.
Justement, cette notion de client ou de personnes qui attendent le produit, quels sont le nombre d'itérations que vous faites pour lui présenter les maquettes et avoir ses retours? Est-ce que c'est juste une journée? Est-ce que c'est plusieurs itérations? Comment vous procédez sur ça? Alors, c'est une bonne question parce que quand on investit de l'énergie et du temps dans un design, c'est parfois difficile de savoir à quel point on veut travailler main dans la main en transparence avec le client ou à quel point on se dit non, c'est hyper important, on a envie de packager notre travail pour le faire justement pour essayer de convaincre notre client qu'on a adopté la bonne posture. En fait, il y a pour nous, il y a deux un peu personas de clients. Il y a les clients qui ont envie d'investir du temps dans les itérations, qui ont envie de travailler main dans la main avec les équipes, et puis il y a ceux qui ont que ça à faire entre guillemets, quoi, et puis qui souhaitent vraiment simplement être dans une posture de validation. Je pense que ça, c'est déjà intéressant de valider avec eux ce niveau d'implication dès le départ, parce que en fait, on a des clients qui adorent rentrer dans le processus créatif avec nous. Donc, non seulement on va sortir du kick-off et puis on va leur partager plein d'inspirations, dont certaines, on sait qu'elles ne sont pas dans la cible, mais il y a une petite chose dans cette inspiration qui nous attire et on se dit, regarde, je te présente ça, qu'est-ce que tu en penses? On a des clients qui arrivent à avoir ce niveau d'abstraction, de se dire, oui, je vois bien que ce n'est pas exactement ce qu'on veut faire, mais je me projette. Et puis, il y en a d'autres qui vont mal recevoir ça, qui vont dire, là, on ne s'est pas compris, enfin, qu'est-ce que tu me présentes? Je ne fais pas ce chemin avec toi. Et du coup, dans ce deuxième cas, dans le cas où on a des clients qui ne souhaitent pas travailler main dans la main avec nous, là, ma recommandation, ce sera vraiment de travailler avec grand soin la présentation des designs. Donc, ça veut dire faire une keynote design dans lequel on va reprendre les conditions de succès du projet dans la première slide. Dans la deuxième, on va remettre les mots émotion, valeur. Donc, voilà ce sur quoi on fonde notre design. Les troisième slide, quatrième, etc., ça va être nos références, nos mood boards favoris. Donc, parmi les 25 références qu'on propose, il y en a 3-4 qui sont fondatrices, sur lesquelles tout le monde a eu des coups de cœur. C'est celles que j'ai présentées là dans les slides, par exemple. Et à l'issue de tout ça, eh bien, il faut qu'on fasse vraiment ce chemin d'expliquer avec pédagogie les choix, le visuel et tout ça. Je recommande aussi de faire, si possible, ces keynotes en présentiel. Parce que le truc, c'est que si vous présentez ces designs à une équipe potentiellement de 5-6 personnes chez le client, ce qui peut se passer, c'est que ça va être la prime à la première personne qui va parler. Ce que je veux dire, c'est que si on a un client en face qui, lui, est sceptique par rapport à votre design, la première onomatopée qui va sortir, de ça va dépendre potentiellement l'avis de tout le reste de l'équipe. Parce que, encore une fois, le design, c'est abstrait, c'est difficile d'avoir un avis dessus. Donc, si on a un client qui dit « ouais », et que toute l'équipe autour derrière dit « ouais, c'est vrai que je ne suis pas convaincu » et tout ça, c'est parce qu'on les a pas assez bien, on n'a pas assez bien amené notre design, on repart pour 5-10 jours d'itération sur le design. Évidemment, ça ralentit le projet, c'est dur pour le moral de tout le monde. Donc, c'est hyper important d'avoir des bonnes keynotes. Et quand on est sur place, on peut plus maîtriser ce feeling, cette ambiance aussi. Ça veut dire que d'être présent pour défendre avec les clients le design, l'approche, en disant « mais attends, regarde, ça compile tout ce qu'on cherche à faire avec nos références et tout ça, ça marche bien, quoi. » Est-ce que ça répond à ta question? Complètement. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup déjà pour cette présentation. Du coup, au tout début, vous disiez que l'objectif de cette présentation, c'était d'avoir un projet où le PO se sent libre et épanoui. Mais comment faire quand on a un directeur qui en fait se met complètement à la place des utilisateurs et en fait, quand il dit toujours « je pense que l'utilisateur souhaite ça », alors qu'en fait, il n'est pas du tout proche d'eux. D'accord. C'est aussi une bonne question. Alors, la question, c'est comment faire pour faire en sorte d'être, comment dire, quand on est face à un directeur qui se met lui-même à la place des utilisateurs en disant moi, je sais ce qu'il pense », alors que… Bon, alors, du coup, moi, ma recommandation là-dessus, ce serait de refaire ce travail sur, c'est peut-être un peu bateau, mais de bien valider avec lui les personas. Et à chaque fois qu'on va présenter un design, une proposition, il faut dire, à ton avis, est-ce que c'est en adéquation avec les besoins de la cible, quoi. C'est ces questions-là qu'il faut poser. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé juste dans la question précédente sur la manière de présenter les designs. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de designer aussi les questions que vous allez poser au moment où vous présentez votre design. Et donc ça, c'est un petit peu pareil. Typiquement, si à chaque fois vous présentez quelque chose, vous êtes face à quelqu'un qui a la conviction de connaître super bien les utilisateurs alors que c'est faux. Donc pour moi, il y a plusieurs axes. C'est d'abord maîtriser les questions et dire est-ce que par rapport à nos types, ça vous semble en adéquation, quitte à ressortir les personas. Il faut avoir des personas travaillés.
Le deuxième point, c'est que cette phase d'interview qu'on va créer, qu'on va faire pendant le premier sprint, donc, parfois c'est difficile de sortir de chez soi et d'aller faire ces interviews. Il faut absolument le faire. Ça ne coûte pas très cher. Vous avez des panélistes, par exemple, que vous pouvez déclencher pour 400 €. Vous définissez une cible et vous sortent 10 personnes qui sont prêtes à faire des interviews d'1 heure, qui vont rémunérer pour 80 €. Et de cette interview d'1 heure, vous allez tirer des verbatims clés. L'idée, c'est pas de lisser tous les verbatims, mais c'est que votre directeur rentre en empathie avec ces utilisateurs-là. Donc, il faut être capable de leur redire, de leur retransmettre. Et il faut qu'ils valident cette restitution des retours utilisateurs, quoi. Donc, c'est à nouveau de la pédagogie. Et en fait, c'est super. Enfin, c'est facile et dur, mais on tombe vite aussi dans le truc de dire, mais il comprend rien, quoi. Il comprend pas, il n'arrive pas à se mettre dans la peau des utilisateurs. Ouais, mais c'est pas du tout son métier, en fait. Donc, il faut réussir, nous, à lui faire comprendre ça. Donc, ça peut être un peu dur. La dernière clé de réponse que j'ai envie de donner, c'est de lui montrer des vidéos d'utilisateurs qui testent le produit, par exemple, quoi. Si on en arrive au stade où on a fait des prototypes, par exemple, ou des designs, et faire 2 versions de design, typiquement, les mettre sur une vision, un petit proto interactif, et puis mettre des utilisateurs devant, les filmer et voir ce qu'ils disent, quoi. Et si on arrive à faire ça, la petite phrase où il y a un utilisateur qui dit « Non, mais là, je comprends rien », ou alors ça me touche pas, ça c'est paralyse dans mon contexte, on va la prendre et puis on va la montrer, et je pense que ça a une influence qui est très forte pour ce côté empathie, quoi. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Merci. Alors, ce sera la dernière question. Et bonjour et merci pour la qualité de votre présentation. Moi, je voulais revenir très rapidement sur le dernier point de votre présentation, donner des clés aux développeurs pour évaluer de manière réaliste. Moi, je serais intéressé de connaître votre gestion des choses par rapport à la dimension technique. C'est-à-dire que personnellement, je suis souvent confronté à la situation où on essaie de donner la meilleure vision produit, design et voilà la direction dans laquelle on va. Et au moment de l'estimation, malgré une vision la plus claire possible transmise, ce qu'on me dit souvent, c'est « Ok, donc on a compris où est-ce qu'on va, par contre, on ne sait pas comment on va y aller. » Et c'est encore une fois l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à investiguer sur la façon dont on va réaliser les choses, mais on n'est pas à l'abri, et on l'a déjà vécu, de se heurter à des glissements, des dérives techniques qui fait que les estimations ne sont plus réalistes et justement rendent difficile la projection. Donc je suis intéressé de savoir. Ouais, ok. Ça. Alors, moi en tout cas, j'aurais plusieurs recommandations par rapport à ça. Donc là, on parle de roadmap, donc c'est différent du backlog. Un peu de la même manière qu'on va chercher avec le designer de projeter une vision, on va dire une vision de l'avenir qui est une vision de réalisateur dans laquelle on va être très souple sur les détails et qu'on va travailler en parallèle une vision beaucoup plus court terme basée sur des wireframes et tout ça. Moi, je recommande d'avoir les mêmes outils avec les développeurs pour communiquer avec eux. Donc, une roadmap où on va être très flou sur les détails, mais aussi un backlog où on va être plus court terme et beaucoup plus précis, quoi. Donc déjà, c'est normal d'avoir une roadmap qui est floue, dans laquelle il y a de l'incertitude. C'est normal du coup que les évaluations, il y a un niveau d'erreur. Je pense que pour ça, une bonne approche, c'est quand même de faire des évals qui sont super rapides sur la roadmap. Ça ne sert à rien de passer 30 minutes par ligne parce que franchement, de toute façon, on ne sera pas beaucoup plus précis que si on en passait 10, quoi. Et par contre, après, c'est le bas du backlog sur lequel on a envie de rentrer beaucoup plus dans le détail. Et là, c'est vrai que s'il y a des études techniques pour ces parties-là, mais moi, je recommanderais de les mettre de manière glissante, de les mettre au plus tôt pour résoudre les questions du haut du backlog. Donc, comme on souhaite creuser plus en détail les évaluations pour maîtriser les sprints qui suivent, on va avoir ces études techniques qui vont venir. En général, on commence par un sprint 0. On va qualifier dans la roadmap les éléments les plus risqués, ceux qui ont le plus d'impact sur la vision d'avenir, et on va mettre des études techniques, des proof of concept dès le sprint 0, dès le départ, pour pouvoir affiner nos évaluations. Et ça, on va le faire de manière glissante. En général, on prend ce qui est plus risqué au départ, et puis après, on diminue le niveau de risque de sprint en sprint. Et cette vision de roadmap et de backlog, on va les faire évoluer de manière glissante. Et du coup, au sprint suivant, on va encore à nouveau potentiellement avoir des études techniques pour nous permettre d'affiner la vision du sprint 2, du sprint 3, etc. pour avancer de manière glissante. Mais du coup, si on cherche à évaluer l'ensemble des stories de manière super fine pour faire un backlog de 30 sprints dès le départ, ça ne marche pas. Évidemment, du coup, on a envie de faire 2 sprints d'études techniques. L'idée, c'est bien ça, c'est d'avancer de manière glissante avec 2 sprints, 2, 3 sprints, de grand max, on va dire,
évaluer finement, sur lequel on a moins d'incertitude, et d'accepter un niveau d'incertitude dans la roadmap qui doit être réaliste, pas pessimiste. C'est-à-dire que chaque story, oui, il y a peut-être des incertitudes, mais on va se dire qu'on va être intelligent et qu'on va pas prendre toutes les pires décisions possibles pour arriver à quelque chose à 80 points. Un autre point, un tout dernier petit point, pour borner les évaluations aussi dans le bon sens du terme, ça va être de se dire, de toute façon, on prendra des décisions qui font qu'on n'aura pas envie d'investir beaucoup plus là-dedans. Donc, même si vous avez peur qu'en termes d'UX, etc., on se perde trop, enfin, à un moment, on va atterrir parce qu'on va timeboxer, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce sera jamais plus de ça, quoi. Donc, ça peut être des pistes. Pas sûr d'avoir complètement répondu, mais en tout cas, voilà ce que j'ai envie de dire quand même là-dessus. Merci. Merci.